chance. Malchance, malheur, mais aussi chance, heure, qui n'est pas impossible de cueillir au vol. Il ne s'agit pas de rendre les patients coupables de leur maladie ou de les amener à faire amende honorable ou contrition, comme si ce qui leur arrive était de leur faute. Simplement, s'il n'est pas mauvais, enfin pourvu qu'on soit dans un espace que l'on occupe relativement seul, de comprendre pourquoi on en est venu là et comment on envisage sa sortie, en quelque sorte, de la présente parenthèse, et par quel sentier on le fait. Au fond, la coupe forcée dans la vie, qui, autrement que par ce séjour à l'hôpital, n'aurait jamais été envisagée, et moins encore voulue, est une espèce de chance. Il fut un temps où l'on guérissait peu à l'hôpital, et où, dans la civilisation chrétienne du moins, on inventait des prières et des techniques pour bien user des maladies. Alors certes, il ne s'agit pas de revenir à pareille époque, mais on peut prendre le grain, si j'ose dire, de cette attitude et en laisser échapper la balle. L'hôpital peut offrir des perspectives différentes, inattendues, sur sa propre vie. Une femme entièrement au service de sa famille, on pourrait dire asservie à sa famille et arrachée à elle provisoirement, peut être conduite, à l'occasion de son entrée à l'hôpital et après un temps de désarroi, à envisager sa vie autrement qu'au service des autres. Un fumeur, un buveur peut être amené à changer d'attitude, pas forcément à se repentir, mais à œuvrer à partir de la prise de conscience que sa jouissance le conduit au délabrement et à la mort. La maladie peut conduire, peut-être même le doit-elle, à une réflexion intime que la personne est seule à pouvoir mener sur ce dont elle souffre, sur ce qu'elle exprime par sa maladie, voire sur ce qu'elle imagine pouvoir résoudre en tombant malade. C'est sans doute le point qui restait le plus vif de la réflexion de Canguilhem sur le normal et le pathologique. Ouvrage par ailleurs si éloigné de la médecine de notre temps. On aperçoit à partir de là toute l'importance que l'architecture peut revêtir. Il est des dispositions d'espace qui permettent le bon usage de la maladie et d'autres qui le compromettent. Ce qu'on peut demander à l'espace de l'hôpital, tel qu'il est rendu possible par l'architecture qui organise des flux et qui en interdit d'autres, même si on peut toujours aménager et réaménager un espace qui se révèle plus plastique et modifiable qu'on croit, ce qu'on peut demander à l'espace de l'hôpital, c'est de permettre à chaque patient de tracer son parcours. On va à l'hôpital parce que, on me dit là à l'instant qu'il faut que je commence un petit peu à abréger, je crois, c'est ça le point. De fait, je vais tout à fait abréger. On va à l'hôpital parce que la route que l'on suivait ne va plus de soi. Elle a conduit à un carrefour où probablement, enfin si l'affaire est sérieuse, il faudra changer de direction. On peut demander à l'architecture de l'hôpital qu'elle tienne compte et organise en quelque sorte cette immense intégration de carrefours que chaque malade apporte avec la volonté de trouver un autre chemin. Si malheureux, si douloureux soit-il, le passage à l'hôpital est un précieux moment de relative mise entre parenthèses, dont on ne bénéficie, quand on y regarde bien dans la vie ordinaire, que le temps d'un voyage en chemin de fer ou en avion. Les grandes décisions de son existence se prennent, et les idées les plus importantes se tissent, souvent au cours de ces parenthèses, où personne ne peut nous demander quoi que ce soit, et où précisément le fantasme du moi peut croître, c'est-à-dire où le narcissisme a le droit de citer. Est-ce un hasard d'ailleurs si les gens qui n'ont pas une vie professionnelle très, très
très intenses ou très remplis, vous entretiennent très volontiers de leur maladie et de la façon dont ils ont été traités. Tandis qu'on s'affaire autour de nos maladies, qu'elles deviennent ainsi l'objet d'attention sérieuse de la part d'esprits éminents et de fins techniciens, bien, nous pouvons essayer de restructurer les choses qui nous ont conduits à une forme d'échec ou à une forme de défaillance. C'est cela, je crois, que l'architecte doit fixer. Il doit confectionner et combiner les espaces de telle sorte que ces centaines de milliers de sillons puissent, jour et nuit, d'une certaine façon, se creuser. Alors, bien entendu, on est à l'hôpital, et je vais terminer par là, pour s'y soigner, y être soigné. Mais on ne se soigne bien qu'en situant ses soins dans la perspective générale de sa vie. Il faut, pour que je me soigne, que je ne sois pas seulement traité comme un malade. Il est profond le mot que Platon place ironiquement dans la bouche de Gorgias, le personnage central d'un de ses dialogues, que le rhéteur, c'est-à-dire celui qui parle bien, mais qui ne sait pas de médecine, est souvent plus efficace pour conduire les gens à se soigner que le médecin lui-même, qui est censé s'y connaître. Alors, on voit bien d'ailleurs d'où ça vient. La force de l'orateur ne tient-elle pas à ce qu'il a une perspective finalement plus large que le médecin, qui serait disons, un peu plus technicien sur l'homme malade. Cette simple remarque de bon sens ne va pas sans incidence, ni sans donner peut-être des devoirs particuliers. À ceux qui sont chargés d'organiser les soins d'abord, qui doivent faire en sorte de ne pas traiter le temps personnel en quantité négligeable, en détritus. Je veux parler des heures d'attente démesurées, enfin des examens programmés à 1 heure et qui n'ont finalement pas lieu à cette date, des visites différées. Mais les devoirs ne sont pas seulement négatifs. L'hôpital, quand on est appelé bien sûr à y rester plus de quelques heures, pourrait par son organisation même tenir compte de la pluralité de fonctions dans lesquelles l'acte même de se soigner, sans lesquelles l'acte même de se soigner perd tout sens. Que les autres normes de la vie, outre celles du normal et du pathologique, puissent être prises en compte à l'hôpital même, semble aller de soi. Et pourtant, nous paraissons encore énoncer là quelque chose de parfaitement utopique, quand d'un service à l'autre, les parois institutionnelles semblent parfois si étanches. Serait-il tout à fait en dehors des fonctions de l'hôpital de mettre à la disposition des patients, enfin de ceux qui peuvent y accéder en tout cas, une bibliothèque, une salle de lecture, une salle de spectacle, enfin une vidéothèque, des salles où l'on est sûr de trouver, par exemple, un calme total et sans perturbation. Et pour ceux qui le désirent, au contraire, un local pour y discuter. On pourrait faire en sorte que les conférences qui ont lieu à l'hôpital portent sur des sujets variés et s'adressent à tous, personnel soignant et soigné. Je n'ose parler d'un apprentissage de langue, de gymnastique, de danse, et me contente d'en faire luire l'idée. D'une certaine façon, ce déploiement d'activités existe partiellement, avec un parfait bonheur d'ailleurs, au bénéfice des enfants qui doivent rester longuement à l'hôpital et qui par conséquent doivent y être, très longuement, au moins momentanément, le temps qu'ils sont là, éduqués. Alors pourquoi ce qui vaut pour les enfants perdrait toute sa valeur pour les adultes? Enfin, achève-t-on jamais son éducation? Je note d'ailleurs avec satisfaction que cette organisation de la vie concerne aussi de plus en plus le troisième âge. Alors je conclus tout net en disant ceci, c'est que ce que nous avons voulu indiquer, c'est que l'hôpital est un lieu d'enfermement. Il l'est sans doute par la nature même des services qu'il rend. Il est difficile d'éviter que
l'enfermement ne soit pas le signifiant dominant, le signifiant maître. Mais ne faut-il pas que tout soit mis en œuvre pour qu'il soit parlé, si j'ose dire, ce signifiant, et se transforme en verbe ou soit mis en phrase. Cet enfermement doit être un signe, un symbole, pour une parole libératrice, forcément imaginaire, dans les circonstances. L'espace peut, comme le langage, confectionner, façonner cet imaginaire. Il s'agit donc peut-être de faire du passage à l'hôpital, qui est nécessairement, d'un certain point de vue, celui d'un affaiblissement, un moment fort et structurant de sa vie. Pas simplement une parenthèse à jeter à la poubelle de son existence. Les moments de diminution encadrés à l'hôpital, où l'on cherche à se mettre entre parenthèses, ne sont pas des moments de gloire, bien sûr, civilement parlant, mais il est possible, précisément pour cette raison, de les transformer en moments hautement significatifs de sa vie, par la réflexion qu'ils engagent et par les décisions même qu'ils permettent de prendre. Bon, je m'arrête ici, puisque je serai sans doute beaucoup trop long. Merci et pardonnez-moi de vous contraindre votre pensée.